Alors, je vais présenter Bernard Gotz. Vous êtes pédopsychiatre, docteur en médecine, en sciences et en biologie humaine. Vous avez été impliqué dans le champ du développement précoce du bébé et de la psychiatrie périnatale, des troubles du spectre autistique et de l'adoption. Vous êtes professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Vous êtes aussi psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France. Concernant vos différentes activités éditoriales, vous êtes notamment membre du comité rédactionnel de la revue La psychiatrie de l'enfant et du comité scientifique et rédactionnel de la revue Carnet Psy. Vous êtes président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez été chef de service de pédopsychiatrie de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et de l'hôpital Necker à Paris. Enfin, vous êtes le fondateur et le directeur scientifique de l'Institut contemporain de l'enfance. Félicitations. Et maintenant, Madame Adèle Assous. Vous êtes psychologue clinicienne avec un master spécialisé en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Vous êtes également maître de conférences et enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité au département études psychanalytiques de l'Institut des humanités, sciences et sociétés. Vous avez exercé durant plusieurs années en service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker, plus précisément au centre de référent des troubles des apprentissages. Enfin, vous exercez aussi en cabinet libéral, où vous recevez essentiellement des enfants et des adolescents. Alors, je redis, je reprends où j'en étais, à savoir que Adèle et moi, elle psychologue et moi pédopsychiatre, nous incarnons une sorte d'interdisciplinarité à nous deux. Et puis Anna, vous avez rappelé tout à l'heure que les trois domaines qui nous mobilisent beaucoup sont le développement précoce du bébé, les troubles du spectre autistique et l'adoption. Et à chaque fois, il est question de lien, bien entendu. La façon dont le bébé va mettre en place ses premiers liens, la façon dont les enfants autistes échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces liens, et l'adoption qui nous donne une occasion de regarder comment un enfant va mettre en place des liens avec des adultes qui n'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui la vie durant comme ses parents. Vous m'entendez toujours bien là? Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro en allant? Non, c'est bien. Non, je peux pas. Là. Ah, c'est nous qui réactivons notre micro. Ok. On va essayer. Là, je vous entends plus, Adèle. Vous m'entendez plus? Si, dans le téléphone. Ah, C'est bon là? je vous entends. Il faudrait que vous réactiviez votre micro. Ah bon? Mais je ne peux pas réactiver moi le Vous micro. l'avez déjà réactivé? Non, Non, pas. non, il a réactivé. Voilà. Et là, vous m'entendez? Là, c'est parfait. Pour nous? Mais c'est très bien. C'est parfait à la santé? Oui, mais est-ce que je garde le téléphone ou pas? Là, on est bon. Je crois que vous gardez le téléphone. Je ne sais pas ce qui fonctionne, mais ça fonctionne. Non. Donc je disais que la question du lien pour moi est tout à fait centrale à propos du développement précoce du bébé, des troubles du spectre autistique et de l'adoption. Et donc c'est une question qui imprègne toutes mes réflexions depuis longtemps, théorico-clinique. Et l'interdisciplinarité, bien sûr, est une question de lien. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes études de médecine, je savais que je voulais être pédopsychiatre, mais j'avais aussi, à l'époque, on pouvait faire les deux. On pouvait valider à la fois la pédopsychiatrie et la pédiatrie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'avais eu envie d'aller voir un petit peu ce qui se passait du côté des maladies somatiques. Je crois que c'était déjà de ma part une curiosité pour les liens entre le corps et la psyché. Voilà, alors aujourd'hui on va parler avec Adèle de psychiatrie périnatale qui exige évidemment une démarche transdisciplinaire, mais ceci n'est pas toujours facile et ne va pas toujours sans ambiguïté ou sans ambivalence.
juxtaposition des diverses connaissances, un peu de manière horizontale, un peu comme une mosaïque, mais sans joint. C'est déjà mieux que rien, comme je le disais. L'interdisciplinarité qui centre le colloque, c'est davantage. Alors on voit quant à elle à une tentative d'addition des connaissances, mais peut-être pas encore en véritable synergie, c'est déjà mieux quand même. Mais pour moi, le fin du fin, c'est pas l'interdisciplinarité, c'est la transdisciplinarité qui vise à un travail vraiment aux interfaces, de trouver le joint, aux interfaces des différents référentiels théorico-cliniques des professionnels concernés. Évidemment, c'est la perspective la plus délicate, mais c'est aussi la plus passionnante. Elle est une source potentielle de créativité, je crois, entre des intervenants qui s'estiment et se respectent suffisamment pour s'avancer chacun vers le point de vue de l'autre, en s'identifiant un petit peu au point de vue de l'autre, mais sans perdre ses propres identifications professionnelles spécifiques. Et quand ça fonctionne bien, la transdisciplinarité, eh bien, on découvre que parfois on a des mots différents pour dire la même chose, et aussi des mots semblables pour dire des choses différentes, comme quelque chose de nouveau surgit dans ces moments de transdisciplinarité effective. Ce sont vraiment parfois des moments magiques, des moments un peu sacrés, comme disait Winnicott. Voilà, donc le champ de la psychiatrie périnatale, puisque c'est de ça dont on va parler, concerne, vous le savez, l'enfant de l'âge de la conception jusqu'à 18 ou 24 mois, je vous l'engage à peu près, et elle rassemble dans un même ensemble la psychiatrie qu'on pourrait appeler prénatale, fétale, ce sont les termes de Michel Soulet et de Marie-Josée Soulieux, et puis la psychiatrie du bébé en postnatal, c'est par là que les choses ont commencé, mais la psychiatrie périnatale concerne à la fois le pré et le postnatal, l'enfant bien sûr, et pas seulement la mère, mais aussi le père et les différents tiers. La psychiatrie périnatale est évidemment transdisciplinaire, enfin elle doit l'être. Le premier danger qui nous guette, du fait de la naissance encore très récente d'ailleurs de la psychiatrie périnatale, serait un peu d'oublier quelqu'un à la cérémonie de baptême. On peut dire que la psychiatrie périnatale est née il y a une trentaine d'années à peine. Le premier congrès international de psychiatrie périnatale était en 93, donc c'est rien du tout à l'échelle des idées et de l'histoire de mouvement des connaissances, l'histoire des idées. On risque toujours d'oublier quelqu'un. Michel Soulet, qui a beaucoup compté dans ma formation personnelle et qui avait un grand sens de l'humour, disait que ce sont toujours les faits qu'on n'a pas invités autour du berceau qui profèrent ensuite des malédictions et qui jettent de mauvais sorts. Et dans cette perspective, je crois qu'il faut faire très attention, en particulier aux pédiatres, qui ont parfois choisi leur vocation sabbatique pour contourner, pour esquiver un petit peu la dimension psychologique ou psychopathologique des choses, et qui, à travers la psychiatrie périnatale, se retrouvent en fait confrontés à cela même qu'ils ont pu éviter. Voilà, on peut avoir donc de leur part, parfois, bien sûr, certains pédiatres sont tout à fait convaincus, investis et impliqués dans le champ de la psychiatrie périnatale, d'autres peuvent se montrer un peu plus réticents à s'engager dans cette discipline, alors que leur présence dans ce champ est absolument fondamentale et nécessaire, et de nombreux autres professionnels, vous le savez, sont également convoqués, des psychiatres, des psychologues d'enfants d'adultes, des psychanalystes, des gynécologues, obstétriciens, des endocrinologues, des sages-femmes, des génicultrices, des travailleurs sociaux, et toute une série de professions associées qu'il importe de ne pas négliger. Et toutes ces professions se rencontrent actuellement de manière très fructueuse autour des bébés déjà nés ou à venir. Il est intéressant de noter d'ailleurs que le dialogue autour des questions qui concernent le bébé, autour de certains concepts psychodynamiques, se fait souvent assez aisément dans le champ de la périnatalité, parfois plus aisément dans d'autres domaines où les vécus s'avèrent plus délicats, mais on va voir que les choses ne sont pas aussi roses bonbons que cela. Alors, je rappelle que dans le champ des difficultés, des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, Adèle va y revenir tout à l'heure, je crois, et y compris dans le champ des pathologies périnatales, on a trois grands modèles de compréhension des choses. Je vais très vite, évidemment. Un modèle pédiatrique qui est par essence déductif, qui a une ambition plutôt monofactorielle, qui est fait pour fonctionner rapidement et qui se réfère à une temporalité linéaire, c'est le modèle de la médecine, avec l'anamnèse pour le passé, le diagnostic, le diagnostic et le traitement. À l'opposé, il y a le modèle psychanalytique ou psychopathologique qui, lui, n'est pas déductif, mais plutôt inférentiel, par association de pensée, qui est plutôt multifactoriel, depuis le concept de série complémentaire de Freud, qui est forcément plus lent, parce que les inférences sont plus lentes que les déductions, on ne peut pas les accélérer, et surtout qui se réfère à une temporalité circulaire de l'après-coup, qui n'est pas la temporalité linéaire habituelle. Et le modèle pédopsychiatrique, le modèle de la périnatalité, eh bien, quelque part se cherche un peu entre les deux, selon les pays, selon les époques,
imaginer un vivant. Facile à créer parce que l'engouement pour le bébé qui existe aujourd'hui est très fort, même s'il n'est pas dénué d'ambivalence, parce que proclamer allons-y que les bébés sont notre dernière utopie est un peu cruel pour lui. Je crois qu'on lui confie là une mission bien lourde à porter, dans laquelle il pourrait risquer de nous décevoir et de se décevoir. Et ceci dit, l'engouement est fort, et de ce fait, les raisons de périnatalité sont faciles à créer. Le bébé induit un désir chez les adultes de créer des liens autour de lui. Et les raisons de périnatalité se sont effectivement multipliées sur tout le territoire au fil des dernières années. Le bébé, puisqu'on parle de presque plus de nourrisson aujourd'hui, est en effet de plus en plus considéré comme une personne en devenir. Je crois que chacun a eu l'occasion de regarder cette série télévisée culte des années 80 que Bernard Martineau avait fait, le bébé est une personne en devenir évidemment, mais une personne quand même ayant droit d'emblée au respect et à la dignité. Alors s'intéresser au bébé, c'est évidemment s'intéresser aux origines de la vie physique, la vie psychique. La fin du XXe siècle a été très monopolisée par ces questions, le début du XXIe siècle aussi. Donc il n'est pas du tout surprenant que les raisons de périnatalité se soient un petit peu multipliées activement depuis quelques années autour de ce bébé, éminemment actif, fondamentalement interactif. Il est lui-même interdisciplinaire, le bébé, puisque chaque problème va le traiter, si je puis dire, à la fois de manière cognitive et de manière affective. Si vous pensez au visage de la mère, par exemple, pour un bébé, le visage de l'adulte, Winnicott, bien malin celui qui pourrait dire si le visage de la mère est plutôt un objet cognitif à explorer, plutôt un objet pulsionnel à investir. Je laisse cette question byzantine sans ouverte, mais évidemment le bébé est lui-même, comme chacun de nous d'ailleurs, un être fondamentalement interdisciplinaire, si je puis dire. Voilà, ceci dit, les réseaux, quand on parle des réseaux en périnatalité, il y a des réseaux qui ont des objectifs différents, il y a des réseaux cliniques, mais il y a aussi des réseaux de formation ou d'information, et bien sûr les objectifs propres à chaque réseau ont un impact sur le fonctionnement même de ces réseaux. En tout cas, la force du bébé est vraiment, on le sent vraiment, d'amener les différents intervenants à penser qu'ils se comprennent assez facilement, ce qui est d'ailleurs souvent vrai, même si, je le redis, il faut ne pas peut-être tomber dans une trop grande illusion. Et ce que je voudrais surtout développer dans le temps qui me reste, c'est le fait que ces réseaux de périnatalité qui sont faciles à créer sont difficiles à maintenir vraiment vivants. Et d'une chose, maintenir un réseau vivant et fonctionnel en est une autre. Et pour m'expliquer, je ferai appel à la loi d'Eliot de Jacques. Et Jacques était un psychologue, un psychosociologue canadien, dans la deuxième partie du XXe siècle. Il a écrit d'ailleurs un texte extraordinaire sur l'horrible bureaucratie. Vous voyez, ça nous serait bien utile aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, il avait dégagé une sorte de loi qui disait que toute institution, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa tâche primaire, que ce soit une institution faite pour produire, pour éduquer, pour gouverner, pour soigner, enfin c'est les quatre grandes tâches primaires des institutions, que toute institution, si elle n'y prend pas suffisamment garde, risque au bout d'un moment de finir par fonctionner à l'image même du problème qu'elle prend en charge. Je trouve ça très stimulant comme pensée, et pour dire vite, parce qu'il faut faire vite aujourd'hui, il n'y a qu'à penser que la n'est pas notre champ à nous, il n'y a qu'à penser que la dépression déprime, que l'autisme autistise, on l'a bien vu avec certains hôpitaux de jour, et que parfois la maltraitance peut rendre maltraitantes les personnes, les familles d'accueil ou les institutions, pourtant tout à fait bienveillantes à l'égard de l'enfant, et qui peuvent se laisser happer par le fonctionnement de l'enfant qui au fond n'a connu jusque-là que des adultes maltraitants. Alors cette loi d'Eliot Jacques, ça s'écrit comme le prénom mais il n'y a pas de C, cette loi d'Eliot Jacques a été reprise plus récemment, ultérieurement par Joseph Léguin, mais plus récemment par René Roussillon, qui a parlé de la force de pénétration agie de la psychopathologie dans nos domaines de pensée et de clinique. C'est-à-dire que la psychopathologie comprend en charge le fonctionnement
pense aux bébés, les autres qui s'organisent autour des bébés. Je prendrai qu'autre exemple, mais le bébé fonctionne beaucoup par des clivages sensoriels. Il va lui falloir du temps pour arriver à montrer, à co-modaliser. Les enfants autistes s'enlisent dans ces clivages sensoriels qui préfigurent leur futur clivage relationnel. Les bébés procèdent beaucoup par projection. Pion a développé le concept d'identification projective normale. Je pense pas aux identifications projectives kleiniennes, qui sont plutôt du côté de la psychopathologie et de l'évacuation de destructivité dans la pensée de l'autre, mais je pense vraiment aux identifications projectives normales que Pion a décrites. Et puis enfin, troisièmement, le bébé est en train de construire ses enveloppes, ils ne sont pas encore tout à fait, tout de suite et toujours opérationnels. Alors ces gros problèmes vont infiltrer nos réseaux. Et parce qu'on s'occupe du bébé, parce qu'on est tous ensemble autour de lui, en interdisciplinarité, en transdisciplinarité, psychologue, psychanalyste, médecin, somaticien, etc., toutes les professions que j'ai rappelées tout à l'heure, eh bien on va être en quelque sorte contaminé par ces problèmes. Et il faut être très attentif de voir que les clivages sensoriels du bébé ne deviennent pas des clivages au sein même du fonctionnement du réseau. Faire très attention que les projections, les identifications projectives normales du bébé ne soient pas trop envahissantes non plus, ne se reflètent pas, ne se répercutent pas dans le fonctionnement même du réseau, et faire attention enfin que le réseau ne reprenne pas à son compte les défaillances ou les imperfections des enveloppes qui sont encore celles du bébé. Alors vous voyez, maintenir vivant un réseau, ça voudrait dire, si on veut être un peu lapidaire, essayer, quand on vend des marais et sans relâche, de réduire les clivages entre les personnes, d'atténuer l'intensité des projections et de bien veiller à la contenance, à l'entourance, à la mise en place des enveloppes du fonctionnement des réseaux humains. En ayant tout ça en tête, et je terminerai là-dessus, on peut aboutir à une sorte de clinique des réseaux qui pourrait être conceptualisée dans cette dimension normale, pathologique. Les participants à un réseau de périnatalité auront ainsi à s'interroger au fil du temps, toujours et répétitivement, sur les origines et le roman familial du réseau, avec le risque toujours présent d'illusions groupales, chair à lumière aux yeux. Nous sommes tous bons, nous sommes tous merveilleux, nous sommes tous frères et sœurs et nous sommes tous auto-engendrés. C'est pas tout à fait comme ça la vraie vie. Donc il faut quand même réfléchir aux origines et au roman familial des réseaux. Réfléchir aussi au processus d'affiliation et de filiation qui régissent le fonctionnement du réseau, en référence aux trois axes de Mignotta et surtout aussi à celui de l'affiliation narrative que j'ai essayé de déployer avec Marie-Rose Moreau. Et puis enfin, je dirais, dans un réseau, pour que ça fonctionne et que ça reste vivant, il faut être très attentif à ce que André Carrel nous a appris quant au niveau de nos dialogues. André Carrel distinguait trois registres, vous le savez, le registre public pour la communication, le registre public qui est régi par la transparence, le registre intrapsychique, intime, qui est régi par le secret, et entre les deux, le régime de la discrétion, qui est régi justement par le tact. Et dans les réunions de synthèse, dans les réunions administratives de réseau, je crois qu'il faut vraiment toujours s'efforcer de bien travailler dans le public et la discrétion, mais pas dans l'intime, qui est le lieu d'un autre lieu, si je puis dire. Voilà. Donc, comme mot de conclusion, je dirais qu'il importe de ne pas diaboliser, bien sûr, les bébés, de ne pas les idéaliser non plus. Ils ne doivent pas être dernière utopie, mais les bébés ont beaucoup de pouvoir. Ils suscitent l'envie de faire des liens autour d'eux. C'est pour ça que les réseaux sont faciles à créer. Mais ils attaquent aussi les liens même qu'ils suscitent. Et c'est pour ça que les réseaux sont difficiles à maintenir vivants. Cette question d'attaque sur les liens, qui a été très étudiée par Pion, requiert de notre part une vigilance active et donc des temps et des lieux d'élaboration processuelle suffisamment efficaces. Voilà. Dernière question, créer un réseau, bien sûr, mais pourquoi faire? Et les objectifs peuvent être des objectifs économiques, des objectifs de rationalisation des parcours, des objectifs d'information, de formation, de public, évidemment. Adèle va nous parler plutôt des réseaux au sens des équipes périnatales. Eh bien, ces réseaux exercent toujours une influence sur l'organisation formelle du réseau, c'est ce que j'ai voulu essayer de démontrer. Et comme le disait Victor Hugo,
Ça marche. Ça risque de faire quoi? Non, regardez, ça marche. Bon, oui, on va vite. Ah, ok. Ok. Je raccroche, Bernard, et on se retrouve sur la vision. Ok. Je parle ici. Ok. Ah oui, oui. Merci infiniment. C'était toujours autant de plaisir à vous écouter et j'espère être dans la continuité de votre propos, Bernard. Vous venez de nous rappeler que le réseau pose aussi la question du modèle auquel on se réfère et ce modèle polyfactoriel s'impose avec le bébé. Il s'agit de prendre en considération la réalité qui est à la fois médicale, sociale, économique, psychique, psychopathologique et tant d'autres, de la dyade à laquelle on s'adresse. Or, la question que j'ai envie de poser avec vous ce matin, qu'en est-il des enjeux psychiques quand l'urgence médico-sociale est cruciale? Comment gérer l'urgence de la prise en charge en périnatalité? La fragilité du bébé fait illusion quant à une considération de ses limites psychiques. La fragilité physique du bébé sature la disponibilité psychique pour considérer sa fragilité qui est psychique. Un postulat tacite est agissant. Ce que le corps peut supporter, le psychisme peut le supporter. A fortiori pour un bébé à la vie psychique naissante. Le bébé supporte physiquement, alors qu'il est fragile, c'est que tout va bien. La prise en considération de la douleur du bébé, qui date seulement de 1985, illustre bien cela. Cette considération très tardive est probablement un effet de défense par rapport aux effets psychiques de la douleur physique. Il ne peut pas y avoir de conséquences du vécu de la douleur puisqu'il ne s'en souviendra pas. Les connaissances sur le développement du bébé ont mis à mal cela. Les traces sensorielles existent bien sûr et se logent dans la psyché. Je voudrais vous présenter un premier cas clinique. Ali a 10 ans quand je le rencontre en pédopsychiatrie à Necker. En difficulté scolaire, il présente une agitation problématique en classe. C'est le service de cardiologie qui me l'adresse. Ali en est déjà à sa 3e opération quand je le rencontre. À cœur ouvert, moi mon cœur il a déjà été ouvert, annonce-t-il fièrement. L'instabilité annoncée se retrouve en consultation. Ali tient à peine sur sa chaise, se lève, se rassied. Je l'interroge sur le sommeil avec l'idée que l'endormissement est un moment où le sujet peut ressentir une angoissante solitude. Comme toujours, le patient nous tient par la main pour nous guider vers ce qui le travaille lui. Pour m'endormir, c'est la galère, car je dois voir que du blanc autour de moi. Je me mets dans un angle et il faut que les murs soient blancs. Mon frère, il rajoute des cartes postales et moi, ça me rend fou. Je veux que ce soit blanc. Le blanc m'évoque l'asepsie du champ opératoire et je pense au bébé qu'il a été opéré à 15 jours. Je partage avec lui mes pensées et un moment troublant s'installe. Ali se pose, me regarde dans les yeux sans rien dire et hoche la tête de haut en bas. Parler du bébé qu'il a été semble l'inscrire dans l'ici et maintenant. Il n'est jamais trop tard pour parler de l'urgence qui reste d'actualité dans le psychisme. Les équipes qui interviennent dans le champ de la périnatalité auprès des bébés et de leurs mères ont l'habitude de travailler en réseau. Le bébé néothène convoque autour de lui sage-femme, gynécologue, pédiatre, infirmière et tant d'autres encore. La réalité médicale s'impose par le primat de l'urgence vitale. Les enjeux psychiques sont considérés bien sûr, mais souvent dans un second temps. La reconnaissance de l'importance des enjeux psychiques est fragile et jamais acquise, comme le savent les cliniciens. Par exemple, pendant la crise sanitaire, les visites aux bébés prématurés ont été très restreintes, pour ne pas dire totalement suspendues, et les effets sur la survie des bébés prématurés furent immédiats dans un sens malheureusement catastrophique. L'urgence a tendance à prendre le dessus. Une autre situation. Madame Z a 3 nouveau-nés, dont 3 lieux différents. 3 hôpitaux différents. Madame Z a accouché de triplés à 5 mois et demi de grossesse. Tout est allé si vite.
entre l'annonce de la grossesse multiple inattendue, hors d'un parcours FIV, qui favorise les grossesses multiples, et ses naissances, en une fraction de seconde, j'étais à nouveau vide, dira-t-elle. Elle est à Gare, dans sa chambre de maternité, seule, sans aucun de ses bébés, tous répartis dans des hôpitaux différents pour interventions multiples. Quel accompagnement psychique apporté au sujet, à la souffrance dont les causes sont évidentes? Accouchement prématuré et survie peu probable de ces bébés? Comment accueillir la souffrance psychique effroyable du sujet sans se laisser happer par les causes évidentes? Comment inscrire ces événements dans l'histoire du sujet sans le réduire à ces événements, aussi majeurs soient-ils? On retrouve la clinique du traumatisme où les situations extrêmes éclipsent le sujet. Comment restaurer la subjectivité du sujet? Il me semble qu'il s'agit là du travail exceptionnel des équipes en périnatalité, écouter la souffrance éminemment individuelle du sujet. Bernard Gols a souligné la contamination des équipes de périnatalité par les processus psychiques du bébé lui-même, clivage sensoriel, projection et fragilité des enveloppes. La clinique en néonatologie implique de penser la place des parents dans l'urgence médicale. Un modèle causaliste serait simpliste et dangereux pour les alliances thérapeutiques et surtout très culpabilisante. La véritable cible de la psychiatrie périnatale est le lien, en déterminer les contours et le préserver des attaques du dehors, mais aussi les attaques venant du dedans. Les souffrances primitives procèdent par contagion des processus de déliaison. Elles mettent à mal l'espace psychique des enveloppes, nous rappelle Denis Mélier. Ainsi, on peut assister à une immobilisation du travail de lien. Je cite Denis Mélier. Les anxiétés primitives qui procèdent par diffusion dans l'intersubjectivité participent au processus de déliaison dans les groupes, les familles et les institutions. Les formations défensives sont érigées pour contenir malgré tout, oscillant entre contention et rejet. Le bébé est co-auteur de son développement. Or, le bébé s'attaque aux liens et même aux liens dont il a suscité la création autour de lui, nous l'a rappelé Bernard. Cette contamination des processus du bébé sur les équipes s'illustre par le sentiment d'impuissance que j'entends souvent des équipes en périnatalité qui sous-estiment leur rôle immense d'écoute et de reconnaissance d'une mère en détresse. À l'instar du nouveau-né qui demande une attention de chaque instant, la prise en charge en périnatalité semble se donner pour objectif de pouvoir répondre à cette même demande. Mais très vite, un sentiment d'impuissance se fait ressentir. Les équipes déplorent ce qu'il reste à faire, attaquent parfois les autres équipes du réseau qui n'en font pas assez, la maternité, le foyer d'accueil, etc. Pourtant, ces équipes effectuent un travail remarquable d'accueil d'une souffrance qui très souvent ne trouve pas de lieu pour exister, surtout exister en lien avec l'autre. La clinique du trauma enclenche souvent des schémas de prise en charge dans l'immédiateté. Ces dispositifs de diffusing, de débriefing précoce, de déchocage, encore appelé comme ça, apportent une prise en charge psychologique d'urgence dont la nécessité n'est pas remise en question. Dans ce temps de l'action, le sujet n'est pas encore dans l'après, mais encore dans l'événement à haute potentialité traumatique, nous rappelle Reichmann dans l'Empire du traumatisme. La prise en charge peut permettre d'inscrire le sujet sur une ligne du temps respectueuse du sujet d'avant l'événement, de son expérience subjective du trauma et d'un avenir dont le temps zéro n'est pas l'événement traumatique. Cette considération épistémologique a des effets de cadre, notamment en périnatalité. Ainsi, la mère de 3 triplés, entre la vie et la mort, est reconnue en tant que femme qu'elle est et qu'elle l'a été. Ces bébés ne se réduisent pas à leur prématurité, mais ont eux aussi eu un premier chapitre selon la si belle expression de Sylvain Missonnier, celui du temps du premier chapitre de la grossesse, aussi écourté fut ce temps. Ainsi, la considération des enjeux psychiques est vitale, même dans le temps de l'urgence médicale, surtout pour l'après. C'est précisément ce que font au quotidien ces équipes qui travaillent en lien avec les maternités, les PMI, les foyers. Je ne résiste pas à souligner l'existence remarquable de l'équipe de l'unité médico-psychologique parents-bébés, ESTIA. Cette équipe accompagne les parents en anténatal, périnatal et postnatal dans les situations psychologiques à risque, en partenariat avec les structures de soins, de protection et d'accompagnement de la petite enfance. Très belle illustration d'un réseau. À l'image de la DZ du nouveau-né, le réseau a l'énergie du début, mais pas nécessairement de la poursuite, en lien avec l'attaque du lien. Il y a un effet de saturation face à toutes les préoccupations médicales, sociales, psychopathologiques, à avoir en même temps pour l'équipe.
À l'image de la mère qui traverse une phase de préoccupation maternelle primaire, les équipes peuvent se sentir impuissantes et mises à mal par la charge psychique de la prise en charge globale. La temporalité de l'urgence est insoutenable et ne peut durer. Nécessairement, des aménagements psychiques se font. L'état d'urgence ne peut pas être enclenché pour une durée indéterminée. Il s'agit d'aider les patients, mères et bébés, à s'inscrire sur une ligne du temps grâce à la narrativité. Ricoeur nous dit « En faisant le récit d'une vie dont je ne suis pas l'auteur quant à l'existence, je m'en fais le co-auteur quant au sens. » Pour aborder le travail en réseau, je me réfère donc à ma pratique de supervision dans le champ de la périnatalité, que ce soit de groupe ou en individuel. Je voudrais vous présenter notre situation, Madame J. Madame J est en situation d'exil. Elle a fui la maltraitance familiale qui s'apparente à de la torture physique et psychique qu'elle subissait dans son pays. Du jour au lendemain, sans prévenir, elle est partie laissant son enfant d'alors 2 ans à un proche. Le parcours d'exil a été lui-même d'une grande violence. Soumise au bon vouloir des passeurs et au risque de se faire prendre par la police des pays traversés, elle arrivera en France avec le non-accueil que l'on réserve aux immigrés pauvres. La précarité sociale est extrême en France pour elle. L'équipe la rencontre avec son nouveau-né d'à peine 1 semaine au sein du foyer d'hébergement d'urgence où elle réside. La plainte est immense. Il manque tout. Des vêtements pour le bébé, un lit, du matériel de soins, tout. Des éléments psychopathologiques avec des traits paranoïaques qui sont repérés dans la plainte de cette maman, de cette mère, de Madame J, face à un sentiment de désaide. Par où commencer face à une telle situation ? Le travail de lien, justement. Le travail de lien se décline du point de vue des enjeux émotionnels, de la dynamique de l'attention et du travail d'équipe. Reste à envisager les enjeux méthodologiques qu'il conditionne. Cette recherche sur les dispositifs est devenue un enjeu crucial pour la psychanalyse, nous rappelle Denis Mélier. Les enjeux méthodologiques sont à l'image de la clinique à laquelle on s'intéresse. Nous souhaitons saisir l'invitation audacieuse d'Anat Golan de réfléchir aux enjeux de la transdisciplinarité, dans le champ de la périnatalité, associant pour ne pas dire convoquant les somaticiens et les psychistes, terminologie de Sylvain Missonnier, dans l'Agora de Barbel. Objectivité et subjectivité se côtoient. Nous souhaiterions défendre l'idée d'une approche constructive alliant quantitatif et qualitatif dans le champ de la psychanalyse, les méthodologies mixtes. Nous avons à cœur de défendre un modèle qui ne corresponde pas à un débat épistémologique déconnecté de la clinique. Bien au contraire, les enjeux cliniques motivent le développement de ce modèle, de cette méthodologie. Cette mise en tension entre 2 paradigmes est susceptible d'ouvrir à une compréhension renouvelée des difficultés psychiques rencontrées par le sujet souffrant. Ce débat, concernant les effets d'une méthodologie mixte, peut paraître dépassé car il existe déjà en médecine, notamment en psychologie, l'habitude ancienne de coupler quantitatif et qualitatif. Toutefois, il nous semble que bien souvent, un rapport hiérarchique s'établit entre les résultats quantifiés objectifs et les éléments subjectifs de l'observation clinique. Les chiffres, sous forme de statistiques, ont souvent valeur de preuve car associés à l'objectivité, que les éléments cliniques sont relégués au second plan de l'interprétatif car associés à la subjectivité. Se retrouve ainsi le critère de Karl Popper de la réfutabilité pour caractériser l'approche scientifique. La reproductibilité de l'expérience est alors le saint Graal qui conditionne le choix du protocole en dépit de ce qui impose une compréhension large selon le modèle polyfactoriel dont nous parlait Bernard Gols. La dimension psychique dont l'évaluation ne peut répondre à ces critères est alors sacrifiée sur l'autel de la scientificité. Pourtant, il est peu satisfaisant d'évincer une partie des enjeux, en l'occurrence psychiques, dans le seul but de répondre à des critères d'évaluation de la démarche. La perspective causale, impliquant une recherche effrénée de ce qui viendrait faire preuve, vient paradoxalement faire un angle mort dans la perspective scientifique. Nous le rappelle Schenk, je ne sais pas si je comprends bien. La preuve vient plutôt clore et resserrer un ensemble de connaissances sans rien amener de réellement nouveau. Or, un modèle naît d'une considération nouvelle des résultats issus d'une méthodologie mixte, permettant l'émergence de résultats chiffrés. Le débat se complexifie d'autant quand nous nous situons dans le champ de la psychanalyse. Nous nous y restons pourtant forts de l'idée analytique qu'une résistance cesse d'être uniquement un frein dès l'instant où elle est considérée. Une fois dépassée la vexation psychologique, nous dit Freud, elle peut devenir un levier inédit de compréhension.
La transdisciplinarité n'est envisageable qu'au prix d'un positionnement critique et probablement inconfortable, ainsi que le souligne Pierre Fédida. Pierre Fédida, en 92, nous dit « Il conviendrait de penser le projet d'une psychopathologie fondamentale de nature interscientifique, où l'épistémologie comparative des modèles et de leur fonctionnement théorique critique jouerait le rôle déterminant d'une conscience de leurs limites d'opérativité et de leur attitude à se transformer les uns par les autres. » Ce détour par la méthodologie n'est pas une sortie de route inopinée, dont j'ai pourtant l'habitude, et mes étudiants présents peuvent ici en témoigner. C'est qu'il me semble que la méthodologie est le trait d'union entre la clinique et la recherche. Le cadre, qu'il soit celui de la recherche ou de la clinique, a vocation à donner la parole à une souffrance du sujet qui parfois crie en silence. Offrir les conditions d'une écoute du sujet en souffrance se pense aussi pour protéger celui qui écoute, pour qu'il puisse continuer à prendre soin de l'autre. Myriam David le dit si bien. À toutes les réactions du bébé, nous sommes très sensibles et même vulnérables, autant et peut-être plus que lui. C'est ainsi qu'entre lui et nous, à partir et au travers de notre façon de le soigner, se met en route un système interactif à partir duquel il a le pouvoir de nous mettre dans un état heureux ou à l'inverse, dans un état de désespérance. Elle nous dit ça, Myriam David, dans Le bébé, ses parents et leurs soignants. Je voudrais vous lire une autre citation de Daniel Stern, extraite de son livre « Mère et enfant ». Il nous dit « Il n'est pas simple de prévoir le résultat futur de toute interaction donnée entre une mère et son enfant. Lorsque l'on observe véritablement l'apparition de ces premières relations, à moins que l'enfant soit de toute évidence déviant à haut degré, ou que la mère le néglige grossièrement, ou qu'elle le maltraite physiquement, il est difficile de dire si l'on est en train d'observer les débuts d'un système constamment inadapté, ou une période normale d'incohérence, ou simplement la formation d'un ajustement individualisé, voire idiosyncratique, mais naturel, entre un nourrisson déterminé et une mère déterminée. Cette citation nous rend humbles quant à nos observations, nos interventions. Nous intervenons auprès d'Iyad et parfois le faux pas dans la danse observée n'est pas l'image du quotidien. Il existe donc des périodes normales d'incohérence et je trouve cela rassurant. Le travail auprès des familles est toujours en réseau, qu'on le veuille ou non, qu'on échange ou non avec nos collègues. Esther Vick nous a appris à observer les bébés en s'accordant du temps et différents espaces de reprise. L'élaboration psychique se tisse au fil du temps, au gré des rencontres. Parfois le patchwork est harmonieux, parfois il est insatisfaisant. C'est l'intention du tissage qui compte. Et comme le disait Freud à une mère, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. Voilà qui devrait nous décomplexer dans notre envie de faire, indépendamment du résultat in fine. Merci.